Bonjour, je suis Jimmy Beto. Je forme les dirigeants sur l'entreprise et son développement pérenne et je vais vous présenter un webinaire sur 6 étapes pour une meilleure entreprise. Donc, bienvenue à tous. Il y a encore quelques personnes qui sont en cours de connexion, donc bienvenue à celles qui sont déjà arrivées et préparez-vous à passer une trentaine de minutes sur ces processus que je vais vous présenter. Et que j'utilise moi au quotidien auprès de mes clients puisque je suis coach d'affaires et à ce titre, je propose des accompagnements collectifs ou individuels qui visent à former justement les chefs d'entreprise sur leur deuxième métier, celui de chef d'entreprise et comment ils peuvent construire et développer des entreprises performantes. Et ce sera justement l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Alors, je relance. Nouveau partage d'écran. Non, c'est bon, c'était déjà en partage. Donc, vous avez l'essentiel qui va apparaître en même temps que je vous présente ce webinaire. Donc, bienvenue à vous. Donc, développer des entreprises performantes qui vous donnent le temps de vivre. Donc, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou si vous connaissez des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, eh bien, sachez que vous pourrez toujours leur faire part de ce webinaire et des 6 étapes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que vous puissiez après, vous, bien appliquer les concepts qui vont défiler et les appliquer dans votre entreprise, voire même dans d'autres entreprises. Vous pourriez très bien décider d'acheter d'autres entreprises, de les développer, de les structurer, de faire en sorte qu'elles puissent fonctionner sans vous pour les revendre par la suite. Eh bien, vous pourrez utiliser les 6 étapes qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir y arriver efficacement. Ces 6 étapes sont font partie du processus que moi j'utilise avec mes clients. Et en fait, quand je prends un petit peu de recul par rapport aux résultats qu'ils obtiennent, eh bien, statistiquement, en moyenne, mes clients augmentent leurs résultats d'exploitation de 120 000 euros par an. Et très souvent, ils ont aussi une croissance à 2 chiffres, donc plus de 10%, et voire même parfois 20% de plus, 20% au-dessus de la moyenne de leur secteur d'activité. Alors là encore, ce sont des statistiques que moi j'ai été chercher auprès de l'INSEE, notamment par secteur d'activité, et puis après je regarde bien la performance de mes clients par rapport à leurs confrères, par rapport à leurs concurrents, et voilà ce que ça donne, voilà ce que ça donne en termes de résultats concrets. Alors, l'argent ne fait pas tout, bien sûr, mais quand on a un résultat d'exploitation qui augmente de cette façon-là, ça nous donne quand même la possibilité d'envisager la vie autrement. Donc voilà, donc l'approche que j'utilise part aussi d'une définition assez simple, la définition qu'on donne à l'entreprise. Et pour nous, une entreprise, c'est une activité commerciale rentable qui peut fonctionner sans son propriétaire. Et je pense que c'est un élément à garder à l'esprit, aussi bien pour son propre entreprise, son entreprise actuelle, que pour toute autre entreprise qu'on pourrait souhaiter acquérir. L'idée, c'est pas forcément de ne plus travailler dans son entreprise, parce qu'on peut très bien développer son entreprise et puis être très content de l'activité qu'on y conduit. Et on doit pouvoir souhaiter continuer à y travailler. Mais l'idée, c'est que si on développe son entreprise dans l'optique de la faire fonctionner sans nous, ça nous donne la liberté. Alors, je vous rappelle que très fréquemment, je dirais 90% des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat le font bien parce qu'ils recherchent soit un meilleur revenu, donc gagner plus d'argent, soit plus de liberté, donc gagner plus de temps et faire en gros ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire. Alors force est de constater bien qu'après quelques années d'activité, c'est pas toujours le cas et quand on a une entreprise, eh bien on peut vite se rendre compte qu'on n'a pas les revenus qu'on souhaitait avoir au début et puis surtout on n'a plus la liberté qu'on pouvait avoir avant lorsqu'on était salarié et que la situation nous semblait
à l'opposé d'une liberté qu'on pouvait souhaiter. Mais voilà, le rêve de l'entrepreneuriat n'est pas toujours suivi de résultats concrets qui permettent justement de prendre réalité. Et je pense que garder cette définition de l'activité commerciale rentable qui peut fonctionner sans son propriétaire et de voir son entreprise comme une entité qu'on pourra vendre par la suite et qui pourra fonctionner même si nous, on n'est plus dans l'entreprise, eh bien, ça nous permet de nous extraire de l'entreprise et d'envisager son développement de manière différente. Donc, c'est la définition que je vous invite à conserver à l'esprit pour le reste de ce webinaire. Quelles sont les 6 étapes à franchir pour pouvoir développer cette entreprise qui pourra fonctionner sans nous par la suite? Alors, les 6 étapes doivent nous permettre, eh bien, dans un premier temps, de passer du chaos au contrôle, c'est-à-dire d'être en parfaite maîtrise de ce qu'on réalise, de ce qu'on produit et de la réalité, la rentabilité de ce qu'on produit. Donc, ce sera la première étape. Sur la première étape, vous verrez comment passer du chaos au contrôle à travers cette étape, la maîtrise de son activité. Et à partir du moment où on maîtrise son activité, on peut envisager la deuxième étape qui est le développement commercial, générant une meilleure trésorerie. Alors, le développement commercial sera possible avec une meilleure trésorerie dès lors qu'on n'est pas coincé dans la guerre des prix et qu'on propose une prestation, un bien ou un service avec une valeur différente de ce que peuvent proposer les confrères ou les concurrents. Donc voilà, la deuxième étape, ce sera portera sur le marketing et comment sortir de la guerre des prix pour générer de la trésorerie. Et c'est à partir du moment où on génère de la trésorerie, eh bien qu'on peut commencer à gagner en efficacité en mettant en place des systèmes de travail et envisager des systèmes de travail qui seront adaptés à notre activité, à notre volume d'activité surtout. Ce sera l'étape numéro 3, précédant l'étape numéro 4, qui sera celle portant sur la délégation et comment peut-on se développer et comment peut-on déléguer pour se développer. Au cours de cette étape 4, nous aborderons les principes du management et de l'équipe. Et c'est une fois qu'on a l'équipe en place, eh bien qu'on peut envisager de continuer à multiplier les profits. Donc, voir comment améliorer l'ensemble de l'édifice pour pouvoir multiplier les profits, ce qui nous amènera à l'étape 6, eh bien, l'étape où on peut enfin profiter de son entreprise qui nous laisse le temps de vivre. Et l'ensemble de ces 6 étapes doit nous permettre d'apporter de la stabilité, du cash, nous dégager du temps en manageant pour pouvoir à terme bien générer peut-être une source de revenus passifs ou envisager la vente ou le développement en franchise de son entreprise. Alors, sur ces 6 étapes, la première eh bien, concerne la maîtrise, donc étape numéro 1, la maîtrise de son activité. La maîtrise de son activité repose sur 4 domaines. Le premier domaine est celui de la destination. Quelle est la destination qu'on veut faire prendre à son entreprise? Tout au moins, quelle est la destination finale qu'on veut lui donner? Alors, je vous disais au début qu'il est bon d'envisager son entreprise avec l'idée de à quoi elle va ressembler quand elle sera terminée, quand vous pourrez la vendre. Voilà, la destination porte aussi un peu là-dessus. La destination doit intégrer vos objectifs personnels, vos objectifs professionnels, la vision que vous avez du marché, des concurrents, de l'évolution des technologies, tout ce que vous pouvez mettre en place. Vous avez certainement une vision, une compétence particulière qui vous fait croire en vos prestations. Et puis après, bien sûr, ce que vous faites au quotidien, la mission que vous réalisez, qui va vous permettre eh bien, de réaliser vos objectifs personnels ou professionnels et d'atteindre ou de réaliser la vision que vous avez pour votre activité. Donc la destination, c'est important aussi bien pour vous, pour définir comment vous voyez votre entreprise quand elle sera terminée, qu'auprès de vos équipes. Le deuxième domaine étant celui des opérations elles-mêmes. Et ça porte sur en fait ce que vous réalisez concrètement pour vendre et livrer à vos clients vos biens, produits, services. Voilà, c'est pas forcément des biens matériels, ça peut concerner des services, mais quand vous vendez des services, vous réalisez aussi un certain nombre d'opérations qui vous permettent de vendre ces services. Bien, il faut être en maîtrise des principales opérations que vous réalisez pour livrer vos produits, biens ou services.
Et c'est un point essentiel. Si vous ne maîtrisez pas cette étape-là, bien sûr, eh bien, les problèmes seront multipliés par 10, par 100, par 1000 si vous augmentez les ventes de 10%, 20% ou 30%. Donc, ça, la maîtrise des opérations revient réellement à maîtriser la constance de ce qu'on produit. Et ça porte sur 4 dimensions. Maîtriser ses approvisionnements, maîtriser la qualité de ce qu'on réalise, donc ses propres processus, maîtriser aussi la facilité d'achat. Est-ce que nos clients ont accès facilement à nos produits? Est-ce que pour eux, il est facile de nous trouver et ensuite de pouvoir bénéficier et profiter de nos prestations? Et le quatrième point sur les opérations concerne le service que vous apportez à vos clients avant, pendant et après l'achat. Donc, 4 points à maîtriser sur ce domaine des opérations. Le troisième domaine de la première étape concerne les finances. Alors, je vous disais en introduction qu'un certain nombre de chefs d'entreprise se lancent dans les affaires, soit par goût de la liberté, soit par envie de gagner plus d'argent. Et que vous soyez dans cette situation d'avoir une entreprise pour gagner de l'argent ou pas, eh bien dans les deux cas, il faudra que votre entreprise, de toute façon, gagne de l'argent. C'est une question de pérennité. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent est une entreprise qui va fermer, déposer son bilan dans les semaines qui suivent ou dans les prochains mois. Donc, il est nécessaire qu'une entreprise gagne de l'argent. Eh bien, avant d'envisager un développement, il faut être sûr de maîtriser cette partie-là. Maîtriser ses finances porte sur la connaissance de son point mort. Ce qu'on appelle le point mort, c'est le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum que vous devez réaliser pour couvrir l'ensemble de vos charges. La maîtrise des finances porte aussi sur la maîtrise des marges. Est-ce que vous calculez les marges de la bonne façon? Est-ce que vous intégrez tous les frais et que vous avez charges fixes, charges variables? Le troisième point qu'on néglige aussi souvent, c'est la notion de budget. On commence l'année avec un budget annuel sur l'année qui va venir et on observe, on regarde l'évolution et ce qui se passe au quotidien par rapport au budget. Et le fait d'avoir créé ce budget déjà nous permet de nous poser et puis d'orienter un certain nombre d'actions et de stratégies sur l'année. Et ça nous permet aussi, au jour le jour, de voir si on s'éloigne du budget ou si au contraire on suit le budget et on peut envisager rapidement les actions correctrices nécessaires, le cas échéant. Et donc l'idée, c'est d'avoir les informations bien en amont et si possible quotidiennement. Et pour ça, eh bien c'est le quatrième point, avoir un système de reporting, donc de tableau de bord et de retour d'informations qui vous permettent de suivre l'état des finances de manière très fine. Le quatrième point eh bien, concerne la maîtrise du temps. Alors, c'est toujours assez rigolo de constater que quand on lance une entreprise, en général, c'est souvent ce domaine-là qui nous échappe en premier. Et c'est pourtant un domaine essentiel si on n'est pas en capacité de maîtriser son agenda. Eh bien, derrière, si on veut multiplier par 2, par 3 ou par 4 son activité ou ses ventes, eh bien, il y a de fortes chances que l'on finisse en burn-out ou en surmenage. Justement par faute de temps. Donc, c'est un point essentiel et la maîtrise du temps eh bien, suppose de maîtriser 3 éléments. Le premier, c'est soi-même. Donc, quelle maîtrise vous avez de vous, de votre discipline, de votre capacité à tenir votre agenda, à faire votre agenda. Et en parlant d'agenda, on arrive au point numéro 2, qui est celui de la planification. Donc, quelle est la maîtrise que vous avez de votre planification? Est-ce que la planification que vous réalisez, le cas échéant, correspond à ce qu'il faudrait faire, correspond à ce que vous faites réellement? Et puis le troisième point concernant la maîtrise du temps, eh bien, porte sur la délégation. La délégation, c'est bien sûr confier une tâche qu'il n'est pas nécessaire que vous-même réalisiez, que vous puissiez la confier à quelqu'un d'autre pour qu'elle soit faite à votre place. Donc voilà les 4 domaines de la première étape. Donc la destination, les opérations, les finances et le temps, ce sont les 4 domaines à maîtriser avant d'envisager son développement. Alors, où en êtes-vous, vous, sur cette étape-là? Ce sera un point intéressant à prendre en compte aussi pour envisager de votre côté un processus d'amélioration et de renforcement de la maîtrise de votre activité. Alors, étape 1, faisons un état des lieux concernant votre entreprise. Alors, à quoi ressemblera votre entreprise lorsque vous l'aurez terminée?
Quels sont les points de fragilité, les goulets d'étranglement aussi que vous pouvez avoir, hein, afin de renforcer la constance de la qualité de vos prestations? Comment vous pouvez améliorer aussi vos informations financières et comptables? Sont-elles suffisamment explicites? Est-ce qu'elles sont suffisamment à jour? Est-ce que vous les avez suffisamment rapidement? Est-ce que vous les maîtrisez aussi? Et après, au niveau du temps, eh bien, à quel niveau de votre organisation, pour vous, mais aussi au niveau de vos collaborateurs, à quel niveau perdez-vous du temps et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer votre gestion du temps? Une fois que, une fois que vous avez maîtrisé cet aspect-là, eh bien, vous pouvez partir sur le marché et voir comment sortir de la guerre des prix pour générer une meilleure trésorerie, et ce grâce au marketing, donc étape numéro 2, le marketing. Pour poursuivre la performance des entreprises et de leur développement, eh bien, on utilise classiquement 5 leviers marketing que je vais vous demander de noter. Et en particulier, le nombre de clients, c'est une formule toute simple, mais le nombre de clients est égal au nombre de contacts que vous avez multiplié par un taux de conversion. Alors, le nombre de contacts, ça peut être des prospects, des personnes qui viennent vous voir et qui vous font une demande de devis, par exemple. Donc voilà, donc tous les contacts qui vous font une demande, bien ne se transforment pas forcément en clients. Et donc, il n'y en a qu'une certaine partie qui devient vos clients. Et si sur 10 contacts, vous en avez 3 qui deviennent vos clients, bien, ça vous fait un taux de conversion de 3 sur 10, c'est-à-dire 30%. Donc, quand vous multipliez le nombre de contacts et votre taux de conversion, vous obtenez votre nombre de clients. Dans l'entreprise, vous pouvez mettre en place des stratégies qui vous permettent d'augmenter le nombre de contacts. Vous pouvez mettre en place des stratégies qui vous permettent d'améliorer le taux de conversion. Et c'est ça qui vous permettra d'augmenter le nombre de clients. Vous n'avez pas de stratégie qui vous permet d'augmenter le nombre de clients directement. Vous êtes obligé de passer par d'abord des contacts, des prospects, et après, ensuite, vous devez être en mesure de les convaincre d'acheter chez vous. Une fois que vous avez des clients, eh bien, il faut leur vendre quelque chose. Donc, leur vendre quelque chose, ça correspond à leur faire une vente. Et en moyenne, un client va dépenser une certaine somme d'argent, c'est ce qu'on appelle le panier moyen ou la valeur moyenne d'une vente. Et puis vos clients, il se peut qu'ils reviennent chez vous. Alors dans certains secteurs d'activité, c'est pas forcément immédiat, c'est pas forcément dans l'année. Quelqu'un qui construit sa maison ne construit pas 2 maisons tous les ans. Et puis dans d'autres secteurs d'activité, eh bien ils peuvent revenir plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, voire même parfois plusieurs fois par jour. Donc voilà, quand on multiplie le nombre de clients par le nombre de transactions, le nombre de ventes, le nombre de fois qui viennent vous acheter quelque chose, et aussi par le nombre, enfin, par le panier moyen, par la valeur moyenne d'une vente, eh bien on obtient le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients multiplié par le nombre de transactions et la valeur moyenne d'une vente. Et si on multiplie le chiffre d'affaires par le taux de marge, eh bien on obtient le bénéfice. Alors, on a 5 leviers marketing: le nombre de contacts, taux de conversion, nombre de transactions, valeur moyenne d'une vente et taux de marge. Et ces 5 leviers marketing sont les leviers marketing que vous devez suivre dans votre entreprise pour voir comment ils évoluent. Et c'est à partir de leur évolution que vous allez pouvoir envisager des stratégies d'amélioration. Parmi les éléments qu'on utilise pour améliorer ces leviers marketing, eh bien, il y a la création d'une niche. Et ce qu'on appelle une niche marketing, eh bien, c'est une situation, une position sur le marché où la concurrence n'existe pas, où il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'est pas. Alors, comment fait-on pour créer une niche et comment fait-on pour que nos anciens concurrents deviennent des confrères inoffensifs? Eh bien, il faut se positionner différemment, il faut se positionner de manière unique et donc avoir quelque chose que vos confrères ne proposent pas. Donc, il s'agit de la proposition unique de vente. Et après, il faut être en mesure d'apporter une garantie sur cette proposition unique de vente ou sur un certain nombre d'éléments sur lesquels vous êtes prêt à vous engager et qui viennent conforter la proposition unique de vente. C'est-à-dire que vous annoncez que vous êtes unique et après vous prouvez que vous êtes unique ou vous garantissez que vous êtes unique. Si vous êtes les seuls à pouvoir faire une voiture qui roule 500 000 km garantie à vie, et bien c'est un positionnement unique. Et bien derrière, si vous avez une garantie qui vient renforcer ce positionnement, vous serez beaucoup plus crédible que si vos clients doivent vous croire sur parole. Donc, on utilise ces éléments-là, proposition unique de vente et garantie, en particulier pour renforcer aussi les leviers marketing et générer de la rentabilité. Dès lors que vous êtes unique, eh bien, il est beaucoup plus facile de maîtriser votre niveau de prix parce que vous n'avez pas besoin de vous aligner sur les prix de la concurrence.
Et dès lors que vous avez les garanties, il est plus facile aussi d'améliorer votre taux de conversion et donc de transformer vos demandes de devis en achat. Alors, au niveau de l'étape marketing, qu'en est-il pour vous? Est-ce que votre proposition unique de vente, hein, votre PUV, est-elle pertinente? Est-ce qu'elle est efficiente? Est-ce qu'elle vous amène les bons clients, ceux que vous souhaitez avoir, qui correspondent à votre réel savoir-faire? Donc, il y a une réflexion à porter là-dessus. Comment vous situez-vous sur vos éléments de différenciation? Qu'est-ce que vous pouvez garantir maintenant? Qu'est-ce que vous garantissez? Mais aussi, qu'est-ce que vous devriez garantir pour être leader sur votre marché? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer dans votre entreprise pour pouvoir être en mesure de garantir des éléments qui vous permettraient d'être ou qui vous permettent d'être leader sur votre marché? Un autre point concernant les 5 leviers marketing, eh bien, l'idée, c'est de lister et de suivre vos meilleures stratégies marketing. Pour chaque levier marketing, vous devriez avoir à peu près une dizaine de stratégies. Parmi ces 10 stratégies par levier, pour chacun de ces 5 leviers, voilà, quelles sont les 3 meilleures stratégies? Où est-ce que vous en êtes de leur suivi? Comment elles évoluent? Est-ce que leur performance augmente? Est-ce qu'il y a moyen de faire encore mieux? Et enfin, quelles sont les 3 moins bonnes stratégies, celles qu'il faut corriger rapidement? Alors, étape numéro 3, les systèmes. Alors, les systèmes permettent de gagner en efficacité. L'idée, c'est que 80% des tâches qu'on réalise, sont répétitives. Donc, autant mettre en place un système qui nous permette de ne pas avoir à réfléchir à ces tâches-là pour les refaire et se concentrer sur ce qui peut être exceptionnel. Et pour y arriver, eh bien, il y a 9 étapes pour systématiser. D'abord, créer la vision de comment ou quel doit être le résultat de la tâche. Alors, s'il s'agit d'entreprise, là, c'est la vision qu'on a pour l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise aura apporté à sa communauté dans 20 ans. Mais ça fonctionne aussi pour n'importe quel processus dans l'entreprise, donc c'est déclinable. La mission, c'est quelles sont les activités qui conduisent à la vision. Alors, ça se comprend bien dans le cadre de l'entreprise, mais pareil pour une tâche, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans la tâche pour pouvoir atteindre le résultat attendu. La culture, c'est une étape aussi à définir. Quelles sont les règles implicites qui mobilisent? Comment on doit réaliser cette tâche? Dans quel état d'esprit on doit réaliser sa tâche? Quels sont les objectifs SMART? Donc SMART pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, et avec cette notion de temps. Donc il faut que chaque tâche puisse avoir un jeu d'objectifs ou un objectif. Il faut avoir défini l'organigramme. Alors, qui réalise la tâche? Quel est son positionnement dans l'organigramme général de l'entreprise, avec des définitions de fonctions claires. Mettre en place des indicateurs de performance. Et puis, avoir un système documentaire qui permet de décrire précisément, que ce soit sous forme de texte ou sous forme de vidéo ou sous forme d'audio, mais décrire précisément comment la tâche doit être réalisée. Et puis aussi être en mesure de définir des jalons et des étapes clés qui permettent de se situer et de savoir comment on évolue dans la réalisation de sa tâche. Donc, ces 9 étapes nous permettent eh bien de systématiser et de gagner en efficacité, en sachant que les domaines à systématiser sont au nombre de 4 et portent sur la technologie et la mise à disposition, les systèmes de test et mesure, c'est-à-dire les tableaux de bord et comment on organise le retour d'informations pour savoir si la tâche ou les tâches ou les processus ont été réalisés correctement. Et après, le 4e domaine, bien sûr, c'est le personnel et la formation. En gros, quels sont les systèmes de management, quels sont les systèmes de recrutement, quels sont les plans de formation, les plans prévisionnels de gestion des compétences, etc., qui sont en place dans l'entreprise. Et à partir du moment où on a ces systèmes en place, eh bien, on peut envisager de recruter. Et pour cette étape 3, eh bien, dans votre organisation, qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Voilà, que pouvez-vous automatiser pour gagner du temps? Et après, quelles sont les tâches régulièrement réalisées que vous pourriez formaliser, décrire précisément comment elles doivent être réalisées pour qu'après vous puissiez les déléguer. Et enfin, toujours des possibilités d'amélioration, des tableaux de bord, quels sont ceux chez vous que vous pouvez améliorer et simplifier pour faire gagner du temps aussi bien à ceux qui les utilisent qu'à ceux qui les réalisent. Ça, c'est un point important. Et puis au niveau eh bien, des compétences, quelles sont les compétences clés qu'il faut dans l'entreprise pour améliorer tel ou tel secteur. Voilà, quelles sont les
les leviers qu'il existe, qu'il faut mettre en place pour améliorer les compétences en termes de formation ou autre dans l'entreprise. Et une fois que vous avez ça en place, eh bien, vous pouvez commencer à recruter en sachant que le cercle vertueux est celui du dirigeant qui s'occupe des équipes. Les équipes s'occupent des clients, et les clients s'occupent de leur entreprise, de l'organisation de l'entreprise en payant à l'heure et la valeur raisonnable. Et enfin, l'organisation apporte un revenu et satisfaction aux dirigeants. Donc, le cercle vertueux passe par un dirigeant qui s'occupe de ses équipes. Des équipes, justement, les voici. Elles se constituent à partir du recrutement, de trouver les bonnes personnes. Donc, il y a des processus à mettre en place pour pouvoir trouver les bonnes personnes, attirer les bonnes personnes. C'est une démarche qui est proche de celle du marketing, en fait. Hein. À trouver les bons clients ou trouver les bonnes personnes, c'est à peu près similaire. Mais c'est un point essentiel et trop souvent négligé dans les entreprises. Très peu d'entreprises maîtrisent leur recrutement et savent réellement recruter correctement. Et à partir de là, eh bien, on peut s'appuyer sur les six clés d'une équipe gagnante. Quels sont les six clés qu'il faut impérativement avoir pour que son équipe soit performante? Des clés qui vont du leadership à l'objectif commun, aux règles du jeu, au plan d'action, à la prise de risque et aussi à l'implication, à l'inclusion totale. Donc voilà, les six clés qui peuvent fonctionner dans l'entreprise comme dans tout autre collectif, association ou club sportif. Les six clés qui sont extrêmement pertinentes et puissantes même en termes d'outils de management. Alors, état des lieux sur cette étape numéro 4. Et dans votre organisation, comment maîtrisez-vous vos processus de recrutement? Et après, quelles sont les clés qu'il vous faut renforcer pour améliorer la performance et l'autonomie de vos équipes? Donc, parmi les 6 clés, donc autant de sujets d'amélioration que vous pouvez approfondir pour pouvoir ensuite passer à l'étape numéro 5, qui est celle de la synergie. La synergie vous permet de multiplier vos résultats. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est d'augmenter de quelques pourcents, de quelques dizaines de pourcents sa performance, son niveau de performance, à partir d'un élément simple qui est l'amélioration continue avec la roue de Deming qui est présentée ici. L'idée, c'est de planifier une action d'amélioration, de réaliser cette action d'amélioration, de vérifier si ça a bien amélioré comme on le souhaitait, et ensuite, au regard des résultats de la mise en œuvre de l'action, eh bien prendre une décision, décider de planifier autre chose et de continuer à améliorer pour que les processus suivent ce principe japonais d'amélioration continue. Et ce faisant, on peut améliorer comme ça régulièrement, gagner 10, 20, 30% sur sa rentabilité, par exemple, et sur la génération de profit. L'idée, c'est aussi de faire plus 30%, faire fois 30. Et pour ça, eh bien, il faut étudier son activité. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de l'étape 5, qu'on va pouvoir commencer à envisager de la multiplier et de voir comment peut-être développer son entreprise en franchise ou d'accroître drastiquement ses ventes. Et pour pouvoir envisager de multiplier, eh bien, il faut observer quatre éléments pour qu'une entreprise puisse être facilement multipliable. Il faut avoir un effet de levier, idéalement, c'est-à-dire que quand on produit quelque chose une fois, on doit pouvoir le vendre plusieurs fois. Alors, un exemple type, c'est le livre ou un logiciel. On écrit un livre une fois et puis après, on peut le vendre des milliers de fois sans avoir à le réécrire. L'adaptabilité correspond aussi à ce qu'on appelle la capacité à être extensible et donc à intégrer une possibilité de fort développement. Et idéalement, il faut qu'une vente qui suit une autre vente devienne plus facile à faire. Il faut que une vente additionnelle soit plus simple et qu'elle coûte moins cher. Et plus vous vendez, plus ça devient simple et moins ça coûte cher. Donc, il y a aussi des notions d'économie d'échelle. La désirabilité correspond à la capacité à un produit d'être acheté sans avoir à faire beaucoup de marketing. En prenant l'exemple de chaussures ou de pain, les gens vont naturellement acheter des chaussures ou du pain. Tout ce qu'il faut faire, c'est convaincre que nos chaussures ou notre pain est meilleur que celui du confrère. Mais il y a déjà cette notion de désirabilité. Et enfin, le dernier élément, c'est l'attractivité du marché. Est-ce que le marché porte sur les 6 milliards d'individus sur la planète ou au contraire sur 500 personnes
Est-ce qu'il y a 3 concurrents ou 30 ou 300? Voilà, en fonction de ces éléments-là, eh bien, on sait s'il est intéressant et possible d'envisager la multiplication de son activité pour cette étape numéro 5. Alors, dans votre organisation, si vous deviez passer d'une augmentation ou d'une croissance de votre bénéfice de 30% à une multiplication par 30, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à envisager cette mutation-là? Parce que si vous êtes prêt, eh bien, vous êtes prêt à passer à l'étape numéro 6, l'étape où vous pouvez profiter de votre entreprise. Et puisque vous aurez bien constitué une activité commerciale rentable qui peut fonctionner sans vous, avec une stabilité, une génération de trésorerie, de cash, le temps qu'il faut pour faire les choses correctement, un système qui permette aux équipes de faire fonctionner l'entreprise et qui, au final, bien génère des revenus pour vous, qui peuvent être soit des revenus passifs, soit l'opportunité de vendre l'entreprise et de vous consacrer à autre chose. Donc, voici les 6 étapes telles que nous les utilisons, qui permettent de gagner énormément de temps dans la réalisation d'une entreprise qui peut fonctionner. Une bonne illustration, voilà, pour savoir s'il y a encore du travail à faire dans votre entreprise, eh bien, c'est d'imaginer que vous soyez absent pendant 6 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise si vous vous absentez 6 mois? Si l'entreprise fonctionne et continue à se développer, c'est qu'en gros, vous avez déjà réalisé les 6 étapes et que vous êtes sur la dernière, celle où vous pouvez profiter d'une entreprise avec un revenu passif. Si par contre, dans 6 mois, au bout de 6 mois, l'entreprise est plutôt sur le déclin, eh bien, c'est qu'il y a encore des étapes à compléter. Alors là, bien, vous imaginez bien que je serais ravi de répondre à toute sollicitation que vous pourriez me faire pour voir comment accélérer tout ça. Sachez qu'il est possible, bien sûr, de mettre tout ça en place vous-même, seul dans l'entreprise, mais que si vous prenez un coach, eh bien, vous allez aller beaucoup plus vite. Alors, je reprends au début, statistiquement, hein, chez mes clients, l'augmentation du résultat d'exploitation est de 120 000 euros par an après un an de coaching. Donc, imaginez que vous mettiez 5 ans à développer une entreprise qui fonctionne sans vous, au lieu de mettre 3 ans, ce qui peut être fait lorsque vous prenez un coach, eh bien, vous mettez 2 ans de plus. Alors, voilà, 2 ans de plus, c'est 2 ans au cours desquels vous n'aurez pas les 120 000 euros. Donc, ça peut vous coûter 240 000 euros que d'essayer de faire les choses seul. Et je vous garantis qu'un programme de coaching coûte beaucoup, beaucoup moins cher que ça. Donc, le ratio, le retour sur investissement est concrètement particulièrement élevé. Et j'en veux pour témoignage un de mes clients. On disait que bien déjà le coaching tel qu'il l'imaginait ne correspond pas à ce qu'on a fait ensemble, puisque le coaching d'affaires est un coaching très concret, très pragmatique. Et on a vraiment travaillé sur son entreprise et bien du coup on a tout repris à zéro. On a commencé par rendre son projet professionnel attrayant. Et puis après, on a défini une vision claire. Alors c'est Stéphane qui l'a fait, hein, qui lui a permis d'attirer les bonnes personnes et de les garder. Et c'est comme ça qu'il a pu développer son activité et commencer à faire des bénéfices. Alors lui, au bout de 18 mois, 1 an et demi, eh bien, il avait multiplié son salaire par 7, mais surtout, d'après lui, tel qu'il le met, l'impact le plus important était le mieux-être qui s'est installé dans sa vie en général. Voilà, tant personnel que professionnel. Et voilà, et le retour sur investissement du coaching d'affaires pour lui était sans commune mesure. Et avec ce sentiment, eh bien, d'avoir appris quelque chose et de conserver ce qu'il a appris toute sa vie. Donc voilà pour les 6 étapes du développement de l'entreprise, d'une entreprise qui vous donne le temps de vivre, une entreprise performante et qui vous donne des revenus satisfaisants. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou par téléphone pour toute information et en particulier si vous souhaitez aller plus loin dans la transformation et l'évolution de votre entreprise. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et votre intérêt aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.